Welcome everyone. Welcome back to another live stream. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau direct. Je suis votre hôte, Danny Haifong. Nous avons une émission passionnante aujourd'hui et nous devons commencer en parlant du fait que tant Donald Trump que l'OTAN sont de plus en plus désespérés et effrayés, alors que la Russie répond à leurs menaces qui désormais prit une dimension nucléaire par des actions décisives. Vladimir Poutine, par l'intermédiaire du ministère russe des Affaires étrangères, a levé toutes les restrictions, c'est un mot-clé ici, toutes les restrictions auto-imposées du traité INF dont Donald Trump s'est retiré en 2019 en déclarant que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre avaient disparu du côté des États-Unis et de l'OTAN. Désormais, les missiles de moyenne et de courte portée peuvent être déployés. Cela intervient juste après que Trump a répondu au tweet piquant de Dmitri Medvedev par le déploiement de sous-marins nucléaires et des menaces, affirmant qu'il était prêt pour une guerre nucléaire. Nous avons aujourd'hui des invités de tout premier plan pour discuter de la vérité et des dangers que tout cela représente. Nous avons Scott Ritter, ancien officier du renseignement, des Marines américains et inspecteur en armement pour l'ONU, aujourd'hui journaliste, analyste, géopolitique et auteur. Et nous avons aussi Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, lui aussi journaliste et analyste géopolitique. Messieurs, un immense merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bom dia. Oui, bom dia, bonne journée en portugais. Yes, well, Oui. Bon, parlons alors de cette escalade nucléaire. Voici donc la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères concernant la fin du moratoire sur le déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à courte portée. Elle va droit au but. En gros, la faute incombe aux États-Unis. Leurs restrictions qu'ils s'étaient eux-mêmes imposées n'ont pas été réciproques, ni par les États-Unis, ni par l'OTAN, qui ont clairement démontré qu'ils étaient déterminés à intensifier le déploiement de ce type de missiles. Et puis, il y a cette querelle permanente où Donald Trump, dans un accrochage avec Dmitri, Medvedev sur X a déclaré qu'il était prêt pour une guerre nucléaire. Voici ce qu'il a dit. Donald Trump, quand on parle de nucléaire, il faut être préparé. Et nous sommes totalement préparés. So, let's begin with you, Scott. Commençons donc avec vous, Scott. Vous êtes venu de nombreuses fois sur cette émission pour tirer la sonnette d'alarme sur les dangers d'un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Où en sommes-nous aujourd'hui, après cette dernière annonce de la Russie, concernant la fin de ses propres restrictions auto-imposées liées au traité INF? Eh bien, tout d'abord, rappelons que c'est Donald Trump qui s'est retiré du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, le traité INF, en 2018. 2018. 2018. Donc, nous sommes ici en train de célébrer, bon sang, le 7e anniversaire de cette stupidité. Les Russes ont réagi, bien sûr, mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils continueraient à respecter les dispositions du traité INF en termes de système, tant que les États-Unis ne déployaient pas eux-mêmes de systèmes compatibles INF en Europe. Or, les États-Unis ont bel et bien employé un système compatible INF. Il s'agit d'un système conteneurisé capable de tirer à la fois les missiles SM-3 et SM-6. La version SM-6, appelée Typhoon, est un missile de courte portée en mode sol-sol. Mais ce même système conteneurisé, dérivé du système Aegis Ashore Mark 41, peut également tirer le Tomahawk. Et il n'existe aucun moyen de savoir quel missile est chargé dans le conteneur à un moment donné. Donc, nous l'avons déployé, je crois que c'était au Danemark, dans le cadre d'un exercice de l'OTAN. Nous avons affirmé qu'il ne contenait que le SM-6. Mais, peu importe. Les Russes ont déclaré qu'ils allaient désormais commencer activement la recherche et le développement nécessaires à la production de leurs propres missiles. Et ils ont lancé la production de ce qu'on appelle le missile avant-garde. En novembre 2024,
la Russie a effectué un essai opérationnel de l'avant-garde en frappant l'usine Dnepro à Dnipropetrovsk, en Ukraine. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement que les Russes sont passés à la production en série de l'avant-garde. Au lieu d'avoir une poignée de missiles artisanaux produits pour des tests, ils ont lancé une production industrielle. Et ces missiles sont désormais livrés à des unités opérationnelles sur le terrain. Les premières unités armées de missiles avant-garde ont déjà été déployées. Quand on déploie un système comme l'avant-garde, on le fait au niveau régimentaire, ce qui veut dire que l'on installe un régiment composé de 3 bataillons. Chaque bataillon possède 3 lanceurs. Donc nous parlons d'au minimum 9 lanceurs de missiles avant-garde déjà déployés sur une base opérationnelle, quelque part en Russie. La Biélorussie a annoncé qu'elle recevrait le système avant-garde d'ici la fin de l'année, je crois. Elle disposera donc aussi d'un régiment de 9 missiles, probablement 10 lanceurs, car ils vont mettre en place un centre de formation pour instruire leurs troupes nationales. L'avant-garde est produit à l'usine de construction mécanique de Votkinsk. C'est l'équivalent du SS-20, un missile à portée intermédiaire, qui avait été éliminé dans le cadre du traité NF, un sujet auquel j'ai personnellement participé à l'époque. À ce moment-là, nous estimions que les Russes, ou plutôt les Soviétiques, étaient capables de produire entre 60 et 80 missiles de type SS-20 par an en période de paix pendant la guerre froide. Aujourd'hui, l'avant-garde est produit dans un contexte quasi guerrier, avec des exigences opérationnelles réelles. Mon estimation, c'est que les Russes pourraient augmenter leur production jusqu'à environ une centaine de missiles avant-garde par régiment. On parle donc des Russes. Et il y aura ici une capacité de rechargement. De plus, l'avant-garde sera configurée à la fois pour des frappes conventionnelles et nucléaires. Disons qu'ils en produisent entre 45 et 50. Cela signifie que d'ici la fin de l'année, ils pourraient être en mesure de déployer probablement 4 à 5 régiments. Cela correspond à l'équivalent de quelques divisions équipées d'avant-garde. Et ils vont continuer à en produire. C'est un véritable bouleversement stratégique. Cela modifie fondamentalement l'équilibre des forces en Europe. Les États-Unis et l'OTAN n'ont rien qui puisse contrer cela. Que ce soit du point de vue conventionnel, ce qui est une nouveauté, le SS-20 n'était pas un système conventionnel, c'était un système purement nucléaire, ou du point de vue nucléaire. Cela change la donne et place toute l'Europe en situation de vulnérabilité. C'est justement ce que disait le tweet de Medvedev. L'Europe s'est suicidée, parce qu'elle a désormais garanti qu'en cas de conflit futur, ce sera la destruction totale de toutes ces belles flèches de cathédrales. C'est la fin de l'Europe, si elle veut entrer en guerre. L'avant-garde garantit littéralement la destruction physique de l'Europe en cas de guerre nucléaire. Et l'Europe ne pourra pas survivre à une guerre conventionnelle sans subir de dégâts immenses. Il n'existe aujourd'hui rien au monde capable d'intercepter un missile avant-garde. Et donc oui, c'est absolument un tournant stratégique majeur. Cela déstabilise-t-il l'Europe? En réalité, je pense que, dans ce cas précis, à ce moment de l'histoire, cela introduit une forme de stabilité, parce que l'Europe est littéralement en train de devenir folle. Folle dans sa rhétorique anti-russe et dans tout ce qui en découle. L'Europe n'a aucun moyen de rivaliser avec l'avant-garde. Et les États-Unis non plus, pour l'instant. Les États-Unis cherchent à déployer ce qu'ils appellent le Dark Eagle, un missile hypersonique à portée intermédiaire. Il devait être déployé l'année dernière, mais en réalité, nous ne savons pas comment le construire. Et donc, ce système n'a toujours pas été opérationnellement déployé. Il parle maintenant peut-être de 2026 pour le mettre en service. Mais ce qui est intéressant dans le tweet de Medvedev, ce n'est pas seulement l'avant-garde. Il a aussi mentionné « et d'autres systèmes ». L'avant-garde est en fait un dérivé du RS-26 Rubesh, un missile que les Russes développaient auparavant. Mais ce projet a été mis en pause à cause du traité INF. Le Rubesh, avec une certaine configuration d'ogive, pouvait être lancé à des portées inférieures au seuil fixé par le traité. Mais, et c'est là tout le problème, si vous changez la configuration des ogives, il pouvait dépasser cette portée, ce qui en faisait un missile à portée intermédiaire au regard du traité.
Et les Russes ne voulaient pas être vus comme franchissant ce seuil. Donc ils ont suspendu le déploiement du Rubesh. Le Rubesh est pourtant, lui aussi, un équivalent du SS Vank. C'est un missile qui devait combler le vide créé dans les capacités stratégiques russes après l'élimination du SS Vank. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à cette époque, les Russes avaient développé un autre missile, appelé le Skorost, ce qui signifie rapide en russe. C'était un missile à portée intermédiaire, développé spécifiquement pour contrer la menace des Pershing II. Les Pershing II, missiles américains à portée intermédiaire, avaient été déployés en Allemagne de l'Ouest. Et si un Pershing II quittait sa base pour entrer en position opérationnelle, les Russes n'avaient aucun système capable de le frapper immédiatement. Le Skorost a donc été conçu comme une réponse ultra rapide. Si les services de renseignement soviétiques détectaient un Pershing II en mouvement, le Skorost serait lancé immédiatement pour le neutraliser avant même qu'il ne puisse tirer. Et je mentionne tout cela parce que l'avant-garde n'est pas le système qui répondra au Dark Eagle. Il faudra un équivalent du Skorost pour contrer le Dark Eagle. Lorsque le Dark Eagle sera déployé en Europe, et s'il entre en position opérationnelle, alors un nouveau système russe verra le jour. C'est ce à quoi Medvedev faisait allusion. Et c'est exactement ce que je dis depuis longtemps. Les Russes vont revenir à la doctrine soviétique et aux exigences opérationnelles soviétiques dictées par les capacités de l'OTAN et des États-Unis. Et donc, si nous déployons le Dark Eagle, il y aura un nouveau missile, un analogue du Skorost. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais encore une fois, c'est un tournant stratégique. Un échec est mat au bénéfice de la Russie. Les gens doivent comprendre que les Russes dominent désormais totalement le champ de bataille. Je ne sais pas si vous avez vu ce post sur Telegram il y a quelques semaines où des opérateurs de drones ukrainiens se moquaient de l'OTAN. Ils disaient « On se fait massacrer par les Russes qui ont totalement maîtrisé la guerre par drone. Ils nous traquent et nous tuent avant même qu'on puisse lancer les nôtres. » Les Ukrainiens étaient pourtant bons dans ce domaine. Mais maintenant, dès qu'ils déploient un drone, les Russes, grâce à leurs analyses comportementales, savent où il se trouve et le détruisent immédiatement. C'est pour cela que les Russes progressent autant à Prosk, à Soumy et ailleurs. Là où auparavant, les drones ukrainiens les bloquaient, désormais, ils avancent sans encombre. Les opérateurs ukrainiens ont même déclaré « L'OTAN doit comprendre qu'une armée de style OTAN, face aux Russes, serait anéantie en quelques jours, complètement détruite. Et ce, rien qu'avec des drones. Mais en plus, on ajoute la suprématie russe en matière de missiles. Ils avaient déjà l'avantage avec l'Iskander-M, l'Iskander-K, le Calibre, le Kinzhal. Mais maintenant, on ajoute l'avant-garde qui pourra détruire tous les centres de commandement, tous les centres logistiques majeurs en Europe. Plus rien n'existera au début de la guerre, plus de gares ferroviaires, plus d'infrastructures, tout sera détruit. Les avant-gardes conventionnels les élimineront tous. Et ensuite, le Skorost éliminera le Dark Eagle et tous les autres équivalents, y compris les bases aériennes. Aujourd'hui, les Russes sont en capacité de mobiliser totalement leur industrie de défense. Ils produiront des centaines de missiles. Avant, ils produisaient 70 Iskander par an. Aujourd'hui, ils en produisent 700. C'est clair, jeu 7 et match pour la Russie. Et comment les États-Unis répondent-ils? Eh bien, on a envoyé des armes nucléaires en Angleterre, les bombes B-61-12. Mais il faut comprendre que l'avant-garde les éliminera aussi avec toutes les autres installations nucléaires. Et ensuite, il y a ce tweet devenu célèbre, ou plutôt infâme, de Medvedev. Son tweet méchant ne disait rien d'extravagant. C'était juste une réponse à la stupidité de Lindsey Graham et d'autres responsables qui ont menacé la Russie de frappes préventives. Ils ont dit, en gros, « Si vous, les Russes, continuez comme ça, on sait quoi faire. Demandez à l'ayatollah. » C'était une menace de frappe de décapitation, une frappe nucléaire préemptive des États-Unis. Et tout ce que Medvedev a répondu, c'est « Nous, on a la main morte ». La main morte, c'est un système de la guerre froide, aussi connu sous le nom de périmètre. Et ce système, il est réel. Même si Medvedev a dit « si elle existe, elle existe ». Moi, je sais que ça existe. En 1990, j'ai personnellement inspecté 3 missiles associés à ce système.
C'étaient des SS-25, aujourd'hui remplacés par des variantes SS-27. Sans entrer dans trop de détails, si les États-Unis lançaient une frappe préventive et qu'elle réussissait, disons qu'on tuait Poutine, Medvedev, qu'on détruisait les centres de commandement, qu'on essayait de détruire leurs armes nucléaires, eh bien, le système périmètre est doté de capteurs à travers toute la Russie. Il détecte les radiations, les secousses sismiques, surveille les communications, et quand il détecte des radiations, des séismes et que les communications sont coupées, alors la main morte s'active. Les missiles dont je parlais sont alors lancés automatiquement. Ils ont une capacité de diffusion. Ces systèmes ne transportent pas d'ogives. Ils diffusent les codes de lancement. Et alors, tout l'arsenal russe est lancé immédiatement vers les États-Unis. Et les États-Unis cessent d'exister. Voilà ce qu'est la main morte. Et tout ce que Medvedev a dit, c'est « Vous voulez parler de nous frapper de manière préventive ? Très bien. Nous avons la main morte et vous deviendrez des morts vivants. » Trump, apparemment, n'a pas compris ce message, parce qu'il s'y connaît mieux que personne en nucléaire. Et donc, il a menacé, ou plutôt, il a dit « Je vais déployer des sous-marins de classe Ohio, capables de tirer des tridents. » Et voici ce qui est intéressant. Et je conclurai là-dessus, c'est pour cela que c'est si dangereux. La main morte a été conçue à la fin des années 70, puis déployée au début des années 80, par crainte que la combinaison des Pershing II, des sous-marins Ohio et des missiles Trident donne aux États-Unis une réelle capacité de frappe préventive de décapitation. Surtout si un sous-marin Trident s'approche des côtes russes, soviétiques à l'époque, et tire un missile avec une trajectoire réduite. Cette trajectoire évite d'être détectée par les radars à longue portée et réduit considérablement le temps de vol. C'est exactement pour cela qu'ils ont créé ce système. Ils ont construit la main morte à cause du Trident. Ils ont eu peur que les États-Unis placent des sous-marins Ohio près de leurs côtes et déclenchent une frappe surprise. Alors, qu'a fait le président? Il a ordonné à 2 sous-marins de classe Ohio de se rapprocher des côtes russes. Et maintenant, les radars russes s'affolent dans tous les sens. La Russie ne cherche pas une guerre nucléaire, mais elle ne va pas non plus rester les bras croisés pendant que les États-Unis préparent une frappe préventive. Aujourd'hui, le niveau d'alerte en Russie est monté en flèche. L'automne dernier, une évaluation de la CIA affirmait qu'il y avait plus de 50% de chances qu'un conflit nucléaire éclate avant la fin de l'année. Et à l'époque, j'avais dit la même chose. La CIA était d'accord avec moi. Nous étions vraiment très proches d'une guerre nucléaire à l'automne dernier. Et par chance, nous l'avons évité. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Et ça ne va faire qu'empirer. Le traité New START expire en février. Et quand ce traité tombera, il n'y aura plus aucune limitation. Les arsenaux nucléaires des 2 pays vont exploser. Ils vont ressortir toutes les ogives nucléaires stockées en réserve. Actuellement, le traité limite les systèmes opérationnels à 1550. Mais en réserve, il y a des milliers d'ogives. Et l'une des façons dont nous avons réduit notre arsenal opérationnel, c'est en prenant par exemple le missile Minuteman III et en le configurant avec une seule ogive. Mais nous avons déjà effectué des tests avec plusieurs ogives sur ce même missile. C'est fait. L'armée américaine a déjà testé cette capacité. On peut faire pareil avec les Trident. On a réduit le nombre d'ogives par missile, mais on peut l'augmenter du jour au lendemain. Si le traité tombe, on passera de 1550 à plus de 4000 ogives déployées en une nuit. Et les Russes peuvent en faire autant. Et là, l'escalade devient incontrôlable. On parle alors de 20 à 30 000 ogives nucléaires par camp. Tout ça, au moment même où on a un président irresponsable qui pousse ce système à bout. C'est une recette pour le désastre. Est-ce que ça peut être évité? Je ne sais pas. J'espère. Donald Trump a en tout cas déclaré à un journaliste de Task and Purpose le 29 juillet qu'il ne pouvait pas imaginer laisser le traité New START expirer. Il a dit « Ce sont le genre de choses qu'on ne laisse pas expirer. » Alors dans ce cas, que fais-tu pour le maintenir en vigueur? Où sont les négociations? Il n'y en a aucune. Ce qui se passe, c'est que le président parle trop et que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse.
C'était une longue réponse à une courte question, désolé. Je laisse la parole à Larry. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. No, it's all right. And Larry. Non, c'est très bien, Scott. Et toi, Larry, quel est ton point de vue? Tu sais, Scott a évoqué Dmitri Medvedev et il a réagi à la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères concernant la fin du moratoire sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire et courte, en réponse à la politique anti-russe des pays de l'OTAN. C'est une nouvelle réalité avec laquelle tous nos adversaires vont devoir composer. Attendez-vous à d'autres mesures. Quand j'ai commencé à travailler pour la CIA en septembre 1985, la grande préoccupation du moment, c'était justement le déploiement des missiles Pershing II en Europe. Il y avait des manifestations massives dans plusieurs pays européens contre ce déploiement. Mais ce déploiement inquiétait avant tout les Européens eux-mêmes, qui se sentaient désormais vulnérables face à d'éventuelles frappes russes à base de missiles balistiques à portée intermédiaire. Et c'est justement cette peur qui a conduit à des négociations entre Reagan et Gorbatchev. Ray McGovern, d'ailleurs, a été directement impliqué à l'époque. Et ces discussions ont abouti au traité INF. Il a été signé, je crois, en décembre 1987. Et malgré les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique, à l'époque, souvenez-vous, nous financions les Moudjahidines, ces extrémistes islamistes en Afghanistan, qui tuaient beaucoup de soldats soviétiques. Malgré tout cela, on avait quand même été capable de dialoguer et de trouver un accord négocié. Le traité INF a permis de réduire et même d'éliminer une grande partie de cette menace. Pendant, disons 33 ans, jusqu'à ce que Bush s'en retire, puis Trump en 2018. Donc oui, pendant 33 ans, cette menace avait été atténuée. Mais comme Scott l'a très bien expliqué, elle est revenue avec une vengeance. Et aujourd'hui, la Russie est dotée d'une supériorité technologique que l'Occident n'a pas. Et si on parle maintenant des systèmes de défense antiaérienne capables d'abattre soit des missiles balistiques, soit des missiles hypersoniques, eh bien, les États-Unis et l'Europe n'ont rien. Rien qui puisse rivaliser avec les capacités russes. Mais ce qui est vraiment alarmant, ce sont les signaux envoyés par Washington pendant que Trump est président. Commençons par le 1er juin avec cette attaque dite en toile d'araignée contre les bases aériennes stratégiques russes. Elle a échoué, certes, mais elle a tout de même révélé une intention, et même une capacité, qui a été répétée 2 semaines plus tard, en Iran, lors d'une attaque de décapitation. Donc si vous êtes analyste militaire ou du renseignement russe, vous regardez ça et vous vous dites « Voilà l'Occident qui aide l'Ukraine à mener des attaques par drone. » Et je suis convaincu qu'ils ont reçu une assistance pour tenter de neutraliser nos capacités nucléaires aéroportées à travers les bombardiers. Et ensuite, il y a eu cette attaque de décapitation en Iran. Ensuite, c'est le général Christopher Donahue qui, comme ça, sans préparation, lors d'une réunion de l'OTAN, parle de la rapidité avec laquelle les États-Unis pourraient envahir Kaliningrad, vaincre les Russes. Et il dit ça au moment même où Trump, et je ne sais pas si Trump savait vraiment ce qu'il signait, mais bon, Trump doit en assumer la responsabilité. C'est le président qui redéploie ses bombes nucléaires à gravité, pas seulement en Angleterre, mais aussi sur, je crois, au moins 6 autres bases de l'OTAN en Europe. C'est la première fois qu'on revoit ce genre de déploiement depuis, je pense, 2008.
et je ne sais pas si le retrait de 2008 faisait partie d'un processus lié à un traité ou autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif à l'époque, c'était de désamorcer les tensions nucléaires. Et aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Et en plus de ça, avec Trump, qui ne peut pas s'empêcher de parler à tort et à travers. Je sais que le juge Napolitano a été interviewé par Dmitry Souslov dans l'émission qu'il anime en Russie, et il y avait là des généraux russes. Et ces généraux voulaient sincèrement savoir, mais qu'est-ce que foutent les États-Unis? Vous êtes sérieux là? Dans le monde du renseignement, ce qu'on cherche, c'est à réduire l'incertitude. On ne veut surtout pas augmenter les doutes ou l'ambiguïté. Et tout ce que Trump fait ne fait qu'ajouter de l'incertitude, semer la confusion et aggraver la situation. Et donc, oui, je suis d'accord avec Scott. On est aujourd'hui dans une situation bien pire que ce que la CIA projetait en décembre dernier. Yeah, and Scott, you mentioned Oui. Et Scott, tu as évoqué le traité New Start, son expiration et les dangers que cela représente. Tu pourrais peut-être développer ce point, surtout que tu as lancé un projet à ce sujet, c'est sur ton Substack. Tu mènes la campagne Project 38, qui est centrée sur la production d'un film documentaire, 38 Minutes, avec pour objectif de remettre le désarmement nucléaire au cœur de la politique américaine. Les gens peuvent d'ailleurs faire un don via le lien sous la vidéo, après l'émission. Mais parle-nous un peu des risques actuels, de ces dernières évolutions, et de comment tu as intégré tout ça dans ce projet. Quand ce projet a été lancé, on ne vivait pas encore dans une folie totale. I mean, when the project was conceived, we weren't living in total insanity. Je veux dire, aujourd'hui, il est encore plus important qu'avant, mais aussi bien plus difficile à mettre en œuvre. La seule bonne nouvelle, c'est que le président semble au moins conscient qu'il existe un traité et qu'il va expirer et que son expiration serait une mauvaise chose. Bon, c'est déjà un pas dans la bonne direction parce qu'un des objectifs de Project 38, justement, c'était de s'assurer que le président soit informé de cette échéance et de tenter de le convaincre qu'il est absolument vital de prolonger ce traité, au moins jusqu'à ce qu'un nouveau mécanisme de contrôle des armements puisse être négocié entre les États-Unis et la Russie, peut-être même avec la Chine. Le nom Project 38, ça vient des 38 minutes de terreur ressenties par les habitants d'Hawaï le 13 janvier 2018. Ce jour-là, à 8 heures du matin, le système d'alerte d'urgence d'Hawaï a envoyé une alerte disant « Missile en approche. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Ceci n'est pas un exercice. » À ce moment-là, l'administration Trump et la Corée du Nord jouaient avec leurs muscles nucléaires respectifs et les gens ont vraiment cru que la Corée du Nord avait lancé un missile nucléaire vers Hawaï et qu'ils allaient mourir. Pendant 38 minutes, les gens ont cru qu'ils allaient mourir. Et ce n'était pas une métaphore, c'était réel. Il y a eu beaucoup de témoignages très forts, très émouvants sur ce que les gens ont ressenti à ce moment-là. Jim Carrey, par exemple, l'acteur, le comédien, était à Maui. Il a reçu un appel de sa productrice qui lui a dit « Un missile est en approche, on va mourir. » Elle lui a demandé « Tu veux qu'on se voie ?» Et il a répondu « Je ne vais pas passer les dernières minutes de ma vie à conduire comme un fou pour te retrouver. Je suis sur la plage, je vais m'asseoir, regarder l'océan, penser à des choses paisibles et attendre. » Voilà, les gens pensaient vraiment que c'était la fin. Et au final, c'était une erreur. Une vraie alerte envoyée par accident. Un exercice qui a mal tourné. Une catastrophe. Mais la terreur ressentie, elle, était bien réelle. Et donc, le cœur de Project 38, c'est ce film documentaire, 38 Minutes, que je suis en train de réaliser. L'objectif, c'est de capturer ces 38 minutes de peur absolue, de mettre le spectateur dans cette situation, pour ensuite lui poser la question, « Maintenant que tu sais que tu vas mourir, si tu pouvais revenir 6 mois en arrière, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour empêcher ce missile de décoller? Tu es mort. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu ferais pour survivre? » Et la vraie question, c'est
Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça maintenant? Parce que Project 38, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? L'idée, c'est de produire ce film, puis de réunir ce que j'appelle une Team B, une équipe B, composée de personnes ayant servi au gouvernement dans divers rôles. Conseiller du président sur les menaces nucléaires, sur le désarmement, anciens décideurs politiques, etc. La Team B, c'est un concept qui date des années 70. À l'époque, la CIA avait publié une évaluation nationale du renseignement à propos des missiles soviétiques. Et les néoconservateurs, complètement hystériques, n'étaient pas du tout d'accord. La CIA disait « Il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter des missiles soviétiques ». Mais les néocons, eux, voulaient relancer une nouvelle course aux armements, justifier la construction de missiles Peacekeeper, brave de Minuteman mobiles sur rail, de nouveaux sous-marins, les bombardiers B-1, les B-2, à l'époque encore au stade de concept. Alors, ils ont monté leur propre Team B avec des experts extérieurs qui ont produit leur propre rapport contradictoire. Moi, ce que je veux faire, c'est reconnaître que le président est aujourd'hui entouré des pires conseillers possibles. Des gens littéralement incompétents, ignorants. Il a certes quelques bonnes personnes autour de lui, mais elles ont besoin de soutien. Donc je veux monter une Team B et chercher à obtenir une audience auprès du président ou de ses principaux conseillers pour leur présenter une vision alternative. Une vision basée sur les faits, sur la réalité, pas sur la théorie ou l'idéologie. Le but, convaincre le président qu'il est absolument nécessaire de prolonger le traité New START. Tout ce que je demande, c'est une prolongation. C'est littéralement la chose la plus simple au monde. Prolonger le traité de 3 à 5 ans. Juste pour éviter que le plafond ne saute, pour maintenir les limites actuelles et entamer un nouveau processus de négociation. Mais les Russes sont là, en mode « Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Vous ne voulez même pas nous parler. » Vous avez encore cette politique absurde qui vise la défaite stratégique de la Russie. Pourquoi, au nom du ciel, est-ce qu'on se débarrasserait de la seule chose qui empêche que cette défaite stratégique arrive, nos forces nucléaires stratégiques? Il faut donc un ensemble de changements majeurs. Mais ce n'est pas l'objectif de Project 38. Cela relèverait plutôt de ce qui viendra après Project 38. Project 38, c'est simplement prolonger le traité New START ainsi que les mesures qui y sont liées. Donc certaines choses sont déjà en cours, le film est en production, il y a aussi d'autres éléments que j'espère annoncer dans une semaine. On est aussi en train de mettre en place la Team B. Une fois ça terminé, on entamera une campagne de communication pour diffuser le film, le projeter, susciter un soutien. L'objectif, c'est qu'en décembre, on puisse aller à Washington, D.C., organiser un événement au National Press Club, obtenir un grand écran LED mobile, l'installer à Lafayette Park et y projeter le film pour le président, qu'il soit visible depuis le bureau ovale, afin de solliciter une audience, présenter notre cause et, avec un peu de chance, obtenir du président qu'il accepte que, le 4 février, si je ne me trompe pas, le traité ne soit pas laissé expirer, mais bien prolongé. Cela demandera énormément d'efforts, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie. On a en fait besoin du soutien des Russes sur ce coup-là. Il faut que la Russie montre qu'elle serait réceptive à cette idée. Pour l'instant, écoutez, les Russes viennent de déclarer « Vous avez abandonné le traité FNI ». Donc nous, maintenant, on déploie des systèmes FNI. C'est une situation tendue. Les Russes sont très clairs. On ne peut pas vraiment dire qu'ils ont tort, mais on prend clairement une mauvaise direction. Project 38, c'est probablement l'un des projets les plus nécessaires qu'on puisse envisager. L'année dernière, j'ai mené Operation Dawn, qui visait à alerter le monde sur les risques d'une guerre nucléaire et à encourager les candidats à s'engager pour éviter cela. Et, grâce à Dieu, à la chance et tout le reste, on a réussi à traverser cette période. Je crois que Operation Dawn y a contribué. Danny, tu as joué un rôle crucial dans ce projet. Larry, toi aussi. C'était un vrai travail d'équipe. Et je cherche ce même type d'engagement pour Project 38. Alors, vous pouvez aller sur mon Substack, scotter.com. Il y a un bouton Project 38 où vous trouverez toutes les informations sur le projet. Et j'aime pas demander d'argent, mais je dois être franc. Ce genre de choses ne se fait pas sans financement.
Par exemple, louer le National Press Club, ce qui a été décisif pour Operation Dawn, a vraiment permis de faire avancer les choses et d'éviter, ou du moins de contribuer à éviter, une guerre nucléaire. Mais ça coûte entre 12 000 et 15 000 dollars, juste pour l'espace. Et cela ne peut se faire qu'avec du soutien. Donc si vous pensez que ce projet en vaut la peine, allez sur scotter.com, cliquez sur le bouton Donate et faites un don. Je peux vous dire que les dons reçus jusqu'à présent, je ne peux pas encore en dire plus, mais d'ici la semaine prochaine, vous comprendrez ce que vos dons ont permis de réaliser. Et d'ici la fin du mois, ou peut-être mi-septembre, vous comprendrez encore mieux. Nous avons de l'élan. Nous avançons dans la bonne direction. Je suis très optimiste. Et Larry, tu me connais depuis longtemps, tu sais que je suis plutôt du genre pessimiste d'habitude. J'essaie toujours de faire ce qui est juste, mais c'est rarement facile. Là pourtant, je suis exceptionnellement optimiste. Et tu comprendras pourquoi la semaine prochaine. Et c'est uniquement grâce au soutien qu'on a reçu. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet jusqu'à présent et je remercie à l'avance ceux qui envisagent de le faire. Tu sais, on fait aussi d'autres choses. Watching Peace était un projet qui avait été mis en pause. Je t'en ai parlé, Danny? Tu connais la bonne nouvelle? Enfin, une nouvelle un peu étrange. Quoi donc? Toi aussi, t'es au courant? J'ai reçu mon passeport. Regarde-moi ça, incroyable. Et c'est impressionnant. Quand tu reçois ton passeport, plein d'opportunités s'ouvrent. Tu peux relancer Watching Peace, ce qui signifie retourner en Russie et faire des choses, documenter, etc. Watching Peace, c'était aussi des actions menées ici. Comme tu le sais, en juin, on a organisé un sommet des citoyens États-Unis-Russie pour marquer le 40e anniversaire du Space Bridge de 1985. Ça a été un vrai succès. Ça a attiré beaucoup d'attention et certains veulent continuer dans cette voie. Donc on va poursuivre cela, organiser différents sommets à travers les États-Unis et essayer de susciter l'enthousiasme des Russes aussi. La diplomatie citoyenne, c'est un élément fondamental de tout cela. Donc le projet Watching Peace est toujours actif et on continue d'avancer. Écoutez, Danny, Larry, c'est un travail collectif. On fait tous partie de ce que j'appelle une famille de podcasts, une communauté de podcasteurs. Ensemble, on a la capacité d'influencer des millions de personnes. Les vidéos qu'on produit collectivement, on est globalement sur la même longueur d'onde. Bien sûr, il peut y avoir quelques nuances ici ou là, mais on est du même côté, sur la même équipe, avec la même vision. Quand on combine nos efforts, on a plus d'impact que CNN, Fox ou d'autres médias. Et ce qu'on fait ici, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais ailleurs, c'est vraiment essentiel. Juste pour que tout le monde sache, Larry, tu es allé à Moscou cette année, tu as interviewé Sergei Lavrov, c'est un coup de maître. Tu as aussi eu d'autres réunions, tu travailles dans les coulisses, dans l'ombre, parce que j'imagine c'est là où tu te sens à l'aise avec tes fameux t-shirts hawaïens. Je pense que tu es en sourdine. Ah pardon, j'avais coupé le micro. Désolé. Je disais, un visage fait pour la radio. Laissez-moi en Yeah, dehors well, du I mean, we caméra. all have on a a face tous made un for radio. visage fait pour la radio, Unfortunately, malheureusement we avec got the StreamYard maintenant. but, Mais voilà, the point is, l'essentiel c'est que collectively, collectivement, we can on make peut a vraiment difference. faire une It's différence. us, C'est you know, nous, the les têtes talking heads parlantes here, ici, and it's the et people vous qui watching. nous regardez. I mean, we Ensemble, actually on have peut the vraiment ability accomplir to quelque do chose d'important. very C'est important ça, work. être un bon citoyen, This is à la fois un being a citoyen good de sa citizen, nation et un both a citoyen citizen du of the monde. nation and a citizen of the Donc world. encore une is fois, all merci about. de m'avoir So, permis d'en parler. again, Danny. thanks for allowing me to talk about it, Danny. Ouais, bien sûr. You know, I've got a Tu new sais, book out again. J'ai un nouveau livre plug in the qui vient de book, not sortir. because Encore une my fois, publisher wants me to, je although fais la I'd be happy promo that I du do it. livre. But Non pas because parce it's que relevant. mon It's éditeur called me le Highway to Hell. demande, It's the même s'ils Armageddon sont contents Chronicles que je le from fasse, 2014 mais to parce qu'il est 2025. pertinent. There couldn't be a Il more s'intitule timely Highway book to Hell, because it's everything we just Armageddon talked about Chronicles, is from predicted in the book 2014 and discussed to in the book and 2025. furthered in the Autoroute book. vers This is l'enfer, about the les chroniques de absolute l'Armageddon insanity, the de insane 2014 à road that we're on 2025. right now, Il ne pourrait with pas être Donald plus Trump and, d'actualité these parce que tout ce dont on vient de non-experts parler est and prédit dans le is livre, predicted in the book, abordé dans le discussed in the livre book, and et approfondi dans le livre. furthered in the Ça book. parle This de is la about folie the absolue, absolute de la insanity, the route insane complètement road folle that we're sur on laquelle right on now, est engagé en with ce moment Donald Trump and avec Donald these Trump et tous ces non-experts non-experts
et de and l'importance du the contrôle importance of des arms armements. control. So if you want a Donc, si vous primer cherchez un to guide bring you pour up to speed comprendre on pourquoi why Project Project 38 est 38 is important, important, pourquoi why il est extending crucial New de Start 2 is prolonger le important, traité New the Start, Highway to Hell is a good Highway place to to start. Hell est un bon point de départ. Yeah, definitely. Well, Ouais, tout à fait. Bon, tout le monde pourra aller dans la description de la vidéo après. L'émission pour trouver tous les liens pour soutenir tous ces projets, en particulier Project 38. Mais cela dit, en parlant de folie, Larry, on peut commencer avec toi. À mesure que le conflit en Ukraine se détériore, surtout pour le camp États-Unis, OTAN, on voit par exemple, ça a été évoqué plusieurs fois, mais en juillet dernier, voilà ce que le général Denao a dit à propos de ce qui pourrait être, croyez-le ou non, le prochain front de cette campagne que Scott qualifie de campagne pour vaincre stratégiquement la Russie. Voici ce qu'il a dit. Si vous regardez Kaliningrad, à propos de... Vous savez, on peut discuter, mais ça fait environ 75 km de large, entouré par l'OTAN de tous les côtés. Il n'y a absolument aucune raison pour que cette bulle A2, AD, pour dissuader la Russie, ne puisse pas être neutralisée au sol dans un délai jamais vu, plus rapide que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et ça, c'est seulement le début de la folie du côté de l'OTAN. Eh bien, l'ambassadrice de Trump auprès de l'OTAN a aussi fait ses commentaires à propos de Vladimir Poutine. Je pense que ça montre bien où en sont les États-Unis et l'OTAN quand il s'agit de la Russie. Impossible d'entrer dans la tête de Vladimir Poutine parce qu'elle est malade et tordue et probablement pas logique. Mais vous savez, je suppose qu'il n'a pas envie d'affronter l'armée la plus puissante du monde, à savoir les États-Unis d'Amérique. So, Larry, to you, what do you make of? Donc, Larry, pour toi, que penses-tu de cette posture actuelle du côté États-Unis, OTAN? Vas-y, exprime-toi. Eh bien, ils sont dans le déni complet. Ils ressemblent à la reine maléfique de Blanche-Neige. Ils passent leur temps devant le miroir. Tu sais, miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus forte, la plus puissante. Et comme le miroir est programmé pour répondre, c'est toi. C'est toi. Tu es la meilleure, la plus forte, la plus puissante. Ils finissent par y croire. Eh bien, il est temps que ce miroir réagisse et leur renvoie une vérité. Commençons par Christopher Donahue, ce général. Ce type-là, je crois qu'il a passé trop de temps en altitude sans oxygène. Je pense que ça lui a cramé quelques neurones. C'est pas une compétition de pompe de Rangers, ok? Il a été un Ranger, c'est pas genre, voyons combien de pompes tu peux faire. Dis-nous à quelle vitesse on peut prendre Kaliningrad, ok? Et ainsi quoi? Ok, tu prends Kaliningrad et tu fais quoi après? Et tu fais quoi après? Comment tu comptes le ravitailler? Tu vas y concentrer des forces parce que la Russie va sûrement utiliser l'arme nucléaire contre toi. Ou même pas besoin en fait. Ils peuvent simplement utiliser le Rachnik, fusée de précision. Comme ça, pas besoin de se soucier de la décontamination. Je veux dire, juste le fait de penser que voilà une action tactique qu'on peut faire. Oui, sûrement tactiquement tu peux le faire, mais stratégiquement, tu vas où avec ça? Et c'est exactement ce que ces gens-là ne comprennent pas. Et encore une fois, Whitaker, tu sais, tout ce que j'ai à lui dire, c'est « Alors comment ça s'est terminé l'Afghanistan? La plus puissante armée du monde. » Alors, viens pas me parler de puissance, parce que, encore une fois, on vous voit, les États-Unis, en mer Rouge, vous arrivez même pas à battre les Houthis. Tu fais une belle série là, Whitaker. Le mieux serait de fermer ta bouche, te taire, arrêter de jouer au dur, et te demander comment on peut s'entendre avec la Russie. Parce que Vladimir Poutine est sûrement beaucoup de choses, mais malade, tordu et illogique. Désolé. C'est sûrement le dirigeant le plus rationnel et logique du monde aujourd'hui. Et il aurait eu plein d'occasions de s'énerver, de réagir émotionnellement. On est plutôt chanceux que Medvedev. Dmitri Medvedev n'a pas été président ces 2 ou 3 dernières années. Parce que là, les estimations de Scott sur le risque de guerre nucléaire auraient grimpé à plus de 90% si Medvedev avait eu les commandes. Donc ce à quoi on a affaire, c'est à une élite occidentale, un leadership occidental complètement déconnecté de la réalité. On est des fabulateurs. La fabulation, ce qui signifie que tu dis quelque chose qui est manifestement faux, un mensonge.
mais que tu y crois vraiment. Et c'est ce qu'on voit chez des gens comme Lindsey Graham, Donald Trump et donc Christopher Donahue. Ce sont des fabulateurs. Ouais, très bien. Et merci d'avoir utilisé ce mot aussi, Larry, parce que ça nous rappelle notre ami Andrei Martianov qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il utilise souvent ce mot pour décrire exactement ce que tu viens de dire. Mais, Scott, à toi ta réaction à tout ça du point de vue russe, j'imagine à peine ce qu'ils doivent penser en entendant des choses pareilles. Quelle est ton analyse, ton avis? Bon, d'abord, juste une précision. Est-ce qu'Andrei utilise le mot fabulateur ou... Fabulateur. Mais les deux termes s'appliquent. Bon, commençons avec Kaliningrad, juste pour que les gens comprennent quelques vérités de base. Kaliningrad fait partie intégrante de la Russie, constitutionnellement parlant, et est considéré par la Fédération de Russie comme une extension de son territoire. Donc toute attaque contre cette bulle A2-AD, comme Chris Donahue l'a appelé, eh bien c'est une attaque contre la Russie. Et la doctrine nucléaire russe est très claire. Si la viabilité, ce qui signifie que le territoire russe est menacé, alors la Russie utilisera l'arme nucléaire pour le défendre. Donc, premièrement, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une enclave qu'on pourrait neutraliser sans conséquence. Deuxièmement, je veux dire, Chris ferait sûrement bien de se replonger dans l'ordre de bataille à Kaliningrad, mais c'est un petit territoire, très densément défendu par des systèmes antiaériens, et ils y ont aussi leurs missiles Iskander à capacité nucléaire. Ils ont un corps stationné là-bas, plus une autre brigade d'infanterie de marine indépendante. Beaucoup de ces gens sont passés par l'opération militaire spéciale. Ils ont une expérience de combat que personne dans l'OTAN ne possède. L'idée que ça va être facile, que ce sera une promenade de santé, c'est une blague. Je pense que Chris aurait un réveil brutal s'il essayait de faire ça, avant même que les Russes ne détruisent son centre de commandement. Oh, et au fait, Général Donahue, vous serez sûrement mort dans les 3 heures suivant une telle tentative, avec la plupart du commandement et du contrôle de l'OTAN, éliminé par l'Arachnik et d'autres systèmes qui vous neutraliseront. L'OTAN n'a pas les forces de combat capables de faire ça. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Ils sont encerclés par l'OTAN, mais sur une grande partie de ce flanc, dont ils parlent comme d'un encerclement, on parle en réalité de pays baltes sans aucune capacité militaire. Surtout en ce qui concerne la capacité militaire offensive. Les Polonais ont 14 jours de munitions d'artillerie. Les forces américaines déployées là-bas ne pourraient pas tenir plus d'1 semaine et demie avant de devoir être entièrement remplacées. Et nous n'avons pas de force de relève capable d'assurer cela. Donc Chris Donahue est simplement en train de planer. Complètement. Croire que la Russie pourrait être battue à Kaliningrad sans même parler des conséquences d'une telle action, c'est absurde. Alors pourquoi ferait-il cela? Parce que Christian, tu sais, Larry, ce type est plus qu'un simple ranger. Je veux dire, cet homme était commandant de troupes de la Delta Force, commandant d'escadron, il a dirigé la Delta Force, fait plusieurs missions JSOS. Donc, il est intelligent. Il a une bonne tête, un bon entourage aussi. Alors pourquoi ferait-il ça? Eh bien, je pense qu'on lui a dit, ou plutôt je pense que c'est mon analyse de Chris Donahue, parce qu'en réalité j'ai une certaine estime pour ce gars, je pense qu'il a pris ses fonctions et qu'on lui a dit, par cavoli, on est faible comme jamais, on n'a aucune capacité. Je veux dire, en ce moment, alors que les États-Unis commencent à se mettre à la page dans le domaine des drones FPV, tu sais, les drones en vision à la première personne, les drones kamikazes qu'on voit tout le temps, l'armée américaine a publié une vidéo montrant un soldat sortant une grenade d'entraînement. Et maintenant, on va l'attacher au drone et on enlève la goupille très délicatement parce qu'on veut éviter qu'elle explose, puis on fait voler le drone. Et regardez, on l'a largué. Et on a presque touché la cible. On va continuer à s'entraîner, les gars, parce que c'est vraiment cool tout ça. Si c'est là où on en est dans la guerre, par drone, c'est terminé. Et c'est pareil dans tous les domaines. On ne peut rien faire. Littéralement, rien. Je mets quiconque au défi. Quiconque. Dites-moi ce que vous pensez qu'on va faire avec une brigade blindée lourde. Comptez le nombre de chars. Comptez le nombre de Bradley.
Ensuite, appliquez-les dans un environnement saturé de drones et commencez à soustraire rapidement, parce qu'ils seront tous détruits. Essayez donc de les ravitailler logiquement. Tu sais combien de carburant utilise une brigade blindée? Comment comptes-tu acheminer le carburant jusqu'à eux quand toutes les lignes de communication sont coupées, quand tous les dépôts de carburant sont détruits, quand tout est soufflé? Parce que c'est ça, la réalité de la guerre moderne. Donahue le sait, Cavoli le lui a dit, il l'a rapporté au Pentagone, et ils lui ont dit « fausse la réalité ». Je pense que cette présentation, celle qu'il a faite, était purement un exercice de bluff, du gonflement de torse. Une posture de mec viril venant d'un homme qui sait pourtant, d'un homme qui sait pertinemment. C'était simplement une déclaration conçue pour, tu vas provoquer une réaction des Russes, pour essayer de faire tourner la boucle Ouda en ta faveur, pendant que tu tentes désespérément de rassembler les morceaux nécessaires juste pour survivre. Parce que l'OTAN n'a aucune puissance. Aucune. Je sais que je viens d'énerver plein de types pro-USA. Alors allez-y, dites-moi quelle puissance ils ont. On y va. On s'y met, baby. On déroule l'ordre de bataille, là maintenant. Vous ne pouvez pas. Moi, je peux vous dérouler l'ordre de bataille russe. Est-ce que les Russes sont parfaits? Non. Ils ont des lacunes? Oui, ils font des erreurs tout le temps, tous les jours. Mais ils ont maîtrisé la guerre par drone à une échelle qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Ils ont maîtrisé l'intégration des feux. Leur approche du combat air-sol est différente de la nôtre, mais ils la maîtrisent. On n'a aucune idée de comment gérer les bombes FAB, tu sais, les bombes planantes, larguées de très loin, qui viennent frapper avec une précision chirurgicale. On ne sait pas faire ça. Est-ce qu'on a des défenses aériennes? Tu sais, les Russes, quand les Ukrainiens utilisent les Mirage et les autres appareils pour larguer ces bombes françaises, les Russes les descendent. Les Russes descendent des bombes larguées par voie aérienne. À quand remonte la dernière fois où nos défenses aériennes ont été entraînées à ça? On pratiquait ça. Parce que ça demande de l'entraînement, les gars. Il faut vraiment apprendre à utiliser ces radars et à ne pas les utiliser comme en temps de paix, à pleine puissance. Non, non, non. Vous serez mort en 5 minutes. On parle ici d'attendre un signal radio, de le capter très vite, de savoir lire l'écran, de couper, de transférer vers un autre, d'intégrer tout ça via la ligne de tir pour créer une solution d'interception. On ne sait pas faire. Les Russes, eux, le font tous les jours. Chaque jour, ils descendent des HIMARS, ils descendent des attaques MS, ils descendent des bombes. C'est ça la réalité de la guerre moderne. Et si tu ne le fais pas tous les jours, avec une intensité qui imite vraiment la réalité, tu ne fais pas. L'OTAN ne sait pas faire. Je ne sais pas ce qu'ils pensent pouvoir faire, mais ils ne le feront pas. Ils ne feront pas ce que font les Russes. Et la seule manière d'y parvenir, c'est par l'entraînement. Et aujourd'hui, s'entraîner coûte beaucoup trop cher. On ne s'entraîne plus. Larry, tu sais ça. Tu sais ce que c'est l'entraînement. Écoute, quand j'étais dans les marines à l'époque, je marchais pour aller à l'école en montant, et je rentrais en montant aussi. Il n'y avait pas de bus. Mais j'étais dans une unité d'artillerie à 29 Palms, en Californie. Ce seul bataillon, on tirait plus de munitions réelles en une année que l'ensemble du corps des marines n'en tire aujourd'hui, en une année entière. Et c'est la seule manière dont on est devenu compétent. On était tout le temps sur le terrain, tous les jours. On tirait, on bougeait, on communiquait, on adaptait nos tactiques, on innovait dans notre entraînement, et ça coûtait une sacrée fortune. Aujourd'hui, on dépense près de 1000 milliards de dollars par an pour la défense. Mais regardez combien est réellement alloué à l'entraînement. Pas tant que ça. Et quand on s'entraîne, une grande partie se fait sur des simulateurs. Et je vais être très clair là-dessus. On n'apprend pas sur un simulateur. Il faut de la réalité. Et on ne le fait pas. On ne sait pas faire le travail qu'on est censé faire. On n'a pas les compétences. Et si on prend ça et qu'on essaye de l'adapter, si on est appelé à le faire en conditions réelles, on va se faire massacrer. Ces opérateurs de drones ukrainiens avaient 110% raison. Donc ouais, je suis d'accord avec Larry, Chris n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Je comprends pourquoi il l'a dit, mais c'est précisément le moment où tu devrais enlever tes 4 étoiles, les poser sur la table et dire « Non, patron,
Là, il faut qu'on soit réaliste. Tu vois, on doit arrêter de provoquer la bête. Et je veux juste dire un dernier mot à propos de Whitaker. À un moment où la diplomatie est absolument essentielle, la seule issue, c'est que Poutine s'asseye avec Trump et qu'ils trouvent ensemble une solution. Et ce sera fait d'une manière où la Russie obtiendra ce qu'elle veut. Mais pour que ça arrive, Trump et Poutine doivent se sentir à l'aise de coopérer. On n'entend pas. Tu vois, c'est littéralement la guerre ouverte contre le cerveau de Donald Trump. Je veux dire, les Russes pourraient chaque jour se permettre, de manière parfaitement légitime, de traiter cet homme de sénile, de stupide ou je ne sais quoi d'autre. Mais tu n'entends pas un seul mot de ce genre de la part des Russes. Pas un seul. Pourquoi? Parce qu'ils laissent la porte à la diplomatie ouverte. Tu ne t'assois pas pour discuter sérieusement avec des gens que tu traites comme Whitaker a traité Vladimir Poutine. Je veux dire, Whitaker, c'est un... Enfin, tu vois, c'est un procureur du district sud de l'Iowa. Il poursuivait les types à croc à la meth en leur balançant le code pénal à la figure. Je dis pas que c'était mal, mais c'est tout ce qu'il connaît. Il n'a jamais servi dans l'armée. Il n'a aucune idée de ce que ça signifie d'être militaire, de faire la guerre. Et ce n'est pas non plus un grand diplomate, parce que ce qu'il vient de faire, c'est de saper toute chance qu'a le président d'avancer de manière efficace avec la Russie. Parce que tu ne peux pas avoir un ambassadeur à l'OTAN qui traite le président de la Russie de tous les noms et espérer ensuite que ce même président dise « Oui, très bien, je suis prêt à discuter avec vous ». Non. C'est insultant. Donc Trump est en train d'être saboté de toutes parts. Je ne dis pas que Trump est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché. On sait que ce n'est pas le cas. Mais s'il avait de meilleurs conseillers, de meilleures personnes autour de lui, des gens qui ne le sabotaient pas au quotidien, probablement qu'on pourrait trouver une sortie à ce désastre absolu qu'est la politique américaine envers la Russie. Ouais. Alors, à ton propos, Scott et Larry, tu peux commenter aussi. Vladimir Poutine a dit exactement ce que tu viens de dire à propos de la diplomatie. Lorsqu'il était avec Alexandre, Loukachenko, le président de la Biélorussie. Voici ce qu'il a dit, et c'est quasiment mot pour mot ce que tu viens de dire. Toutes les déceptions, attends, laisse-moi couper le son, toutes les déceptions viennent d'attentes excessives. C'est une règle générale bien connue. Voilà. Mais pour s'attaquer à la résolution du problème par des moyens pacifiques, il faut des discussions approfondies en public. Cela doit se faire calmement dans le silence du processus de négociation. Donc littéralement, c'est ça, la diplomatie en réalité. Et c'est exactement la posture que la Russie a adoptée. Mais Larry, tu sais, on entend toutes sortes de rumeurs venant de l'OTAN, elle-même, malgré tout ce que Scott vient de dire à propos de ses faiblesses. On entend ça. Partout. 2027. On entend que la Russie sera prête pour la guerre contre l'OTAN d'ici 2027. Donc l'OTAN doit faire la guerre à la Russie avant 2027. On a eu le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui a dit ça. Le général Christopher J. Cavoli, le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, chef du commandement européen des États-Unis, a dit ça. On l'entend tout le temps maintenant. Alors, c'est quoi ton avis sur cette date de 2027? Et des commentaires sur ce que Scott vient de dire? Eh bien, cette date de 2027, c'est juste, tu sais, c'est un chiffre inventé. L'Europe essaie de trouver comment rester pertinente. Ils n'ont aucune stratégie pour faire face à la réalité actuelle. Et cette réalité, ce qui signifie que l'offensive russe s'accélère. Et la capacité de l'Ukraine à résister à cette offensive se dégrade chaque jour un peu plus. Tu sais, j'ai déjà été trop optimiste en prédisant « Oh, ça pourrait être fini d'ici telle ou telle date ». Mais la tendance qu'on voit actuellement est le fait que les Russes avancent non seulement sur un front, mais dans Zaporizhia, plus au sud, dans Kherson, au nord, autour de Kharkiv, dans la région de Soumy, et que toutes les avancées se dirigent vers l'ouest, vers les lignes ukrainiennes. Il n'y a pas un seul endroit, le long de cette ligne de contact, où l'Ukraine est capable de rassembler une force, de percer les lignes russes et de les forcer à reculer.
Ils ont pu le faire à l'automne, en septembre 2022. Et c'est parce que je pense la Russie avait fait plusieurs fausses hypothèses sur ce que l'Ukraine allait faire et sur ce à quoi elle était prête. Et donc, notamment dans les zones de Soumy et Kharkiv au nord, la Russie a été repoussée, et c'était un revers important. De même, c'est le général Sergei Sorovikin qui a dit « Écoutez, nos troupes dans le sud, à Kherson, sont sur la rive ouest du Dniepr. Si elles se font couper, on n'aura aucun moyen de les ravitailler, aucun moyen de les renforcer. Donc, on va se replier. » Et il les a fait reculer de l'autre côté, puis a installé des lignes de défense. Et quand est arrivé juin 2023, avec la contre-offensive ukrainienne conçue et planifiée par l'OTAN, qui était censée les amener jusqu'en Crimée, où ils devaient se baigner dans la mer Noire d'ici août, eh bien, ça a été un échec total. Parce que la Russie avait appris à s'adapter et à réagir rapidement aux changements sur le champ de bataille. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'échec de l'Ukraine et de l'Occident à faire ce genre d'adaptation. Et parfois l'Occident peut dire « Oui, tu sais, il faut qu'on réapprovisionne l'Ukraine en munitions d'artillerie. » Et supposons que là, en ce moment, les Ukrainiens, si jamais s'ils avaient des canons d'artillerie en état de marche, ils tireraient 5000 obus par semaine. D'accord? Bon, eh bien, actuellement, les États-Unis peuvent produire un total de 40 000 obus par mois. Donc, soudainement, on va se retrouver à court d'obus. En fait, je retire ce que j'ai dit. Les Ukrainiens tirent 5000 obus par jour. Donc tu vois, en un peu plus d'une semaine, ils vont consommer ce que les États-Unis peuvent produire en un mois entier. Et ce n'est pas limité à ce système d'armes. C'est la même chose avec les chars. Les États-Unis ne construisent plus de chars M1 Abrams. Ils prennent les chars existants et les remettent à neuf. Et on te promet un char tout neuf dans 2 ans. Les systèmes de missiles Patriot, ouais, on fabrique 500 de ces missiles, entre 500 et 700 du PAC-3 par an. Et ouais, d'accord, on comprend que, tu vois, la Russie lance entre 500 et 700 drones et missiles en une seule nuit. Et si tu dois utiliser, disons, au minimum 2 Patriots pour chacun d'eux, mon Dieu. Donc tu as consommé 1400 et 700, donc tu as utilisé 2 ans de capacité de production en un seul jour. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et le jour d'après? Donc ce qui est en train de se passer avec cette situation en ce moment, c'est qu'il n'y a pas un seul domaine dans lequel l'Ukraine peut dire « Eh, on a la supériorité, on a un avantage technologique dans tel ou tel domaine, que ce soit les soldats, les armes qu'ils utilisent en première ligne, les mortiers, l'artillerie, les RPG, les drones, les avions de chasse, les bombardiers, les missiles hypersoniques. Donnez-moi juste un seul domaine, la guerre électronique. Un seul domaine dans lequel on pourrait dire « Oui, l'Ukraine a clairement un avantage ici. » Et ils répondent « Oui, mais ils ont le soutien de l'OTAN. » Ouais, sauf que ça s'est avéré ne pas être un si grand avantage que ça, quand on voit que, tu sais, les États-Unis n'ont pas remporté une guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je dirais qu'en ce moment, un officier ukrainien moyen a bien plus d'expérience de combat que n'importe quel officier de l'armée américaine. Yeah, well, I think this is a good place. Ouais. Bon, je pense que c'est un bon moment pour parler de la situation sur le champ de bataille. On va rentrer un peu plus dans les détails, Scott, parce que on a CNN qui tire la sonnette d'alarme en disant que l'offensive d'été russe se transforme en une crise croissante pour l'Ukraine, notamment dans la région de Donetsk. Et on a aussi quelque chose que j'aime bien signaler, parce que, en plus des médias mainstream occidentaux, si jamais tu lis, et attention, lire ce genre de truc peut nuire à ta santé mentale, mais si tu lis ce que, par exemple, Volodymyr Zelensky dit, quand il parle de ses conversations avec Donald Trump, il n'y a aucune mention du champ de bataille, à part les attaques russes. Donc je pense que ça en dit long sur ce qui se passe. Mais Scott, si tu peux analyser ça, parce que j'ai l'impression que pas mal des actions, des comportements et des réactions de l'administration Trump, de Trump lui-même, de l'OTAN, ont un lien direct avec tout ça.
Bon, d'abord, ce qui est la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et regarde Trump, qui balance des chiffres complètement inventés. Du genre, les Russes ont perdu 20 000 morts en un mois. L'Ukraine n'a eu que 8 000 morts depuis janvier. D'après ce que je comprends, basé sur des conversations avec des gens présents sur la ligne de front et d'autres infos anecdotiques, les Russes perdent entre 150 et 200 morts par semaine. Et c'est beaucoup. Il faut comprendre que 200 morts par semaine, c'est ce qui a brisé le moral des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Donc ce n'est pas un chiffre insignifiant. On parle de pertes russes à hauteur de 600 à 800 hommes par mois. C'est énorme. C'est plus qu'un bataillon. Mais c'est sûrement pas 20 000 par mois. Les Ukrainiens, eux, subissent, selon les zones, entre 1500 et 2000 pertes par jour, morts et blessés. Par jour. Ce sont des chiffres intenables. Et pourtant, tu vois, ils ne peuvent pas dire la vérité. Alors ils inversent le discours et disent « ce sont les Ukrainiens qui perdent des gars en nombre qu'ils ne peuvent pas remplacer ». Ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens sont aujourd'hui à un point où ils n'ont plus assez de soldats disponibles, même avec la mobilisation actuelle. Et pour être clair, ce n'est pas tout le monde qui se fait envoyer au front sans préparation. La grande majorité des soldats ukrainiens mobilisés le sont de manière régulière. Ils se présentent, ils sont enregistrés, ils sont formés, puis envoyés au front. Mais l'Ukraine ne génère pas assez de force pour compenser les pertes. Et donc, chaque jour qui passe, ils deviennent plus faibles. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, dans mon analyse. Un parlementaire ukrainien l'a dit à la tribune de la Rada en déclarant « Il faut être réaliste. On ne peut pas compenser nos pertes. On devient plus faible chaque jour. Les Russes, eux, deviennent plus forts chaque jour. Parce que oui, eux aussi subissent des pertes, mais ils recrutent beaucoup plus de monde. Vraiment beaucoup plus. Et donc, non seulement ils remplacent les pertes sur le champ de bataille, mais en plus, ils commencent à constituer des réserves viables, des centaines de milliers d'hommes, ce qui leur donne une grande marge de manœuvre quand viendra le moment. Ça permet à la Russie de maintenir une pression constante. Les Ukrainiens sont des soldats très compétents. Ils sont meilleurs que tout ce que l'OTAN a à offrir en ce moment. Même l'armée américaine. L'armée des États-Unis ne pourrait pas faire ce que l'Ukraine est en train de faire sur le terrain. Elle ne pourrait pas survivre comme l'Ukraine survit. Désolé, armée américaine. Mais c'est la vérité. Les Ukrainiens sont aguerris. Ils ont un commandement de petits groupes très solides. Et dans certaines zones, quand ils ont des officiers intermédiaires et supérieurs compétents, ils peuvent arrêter les Russes, les empêcher d'avancer. Et avec le bon matériel, ils peuvent même lancer des contre-attaques pour repousser les Russes. Et ça, les gars, ça ne signifie pas que tout est perdu. Vous avez étudié l'histoire militaire. Vous savez que même quand les États-Unis étaient en train de battre les nazis, en avril 1945, si vous lisez les journaux de marche des unités, vous verrez des trucs comme le 1er bataillon du 460e régiment d'infanterie a lancé une attaque ici, mais a été contre-attaqué par les Allemands et a dû reculer d'1,5 kilomètre. Oui, c'est ça la guerre. Lis ce qui s'est passé lors de l'avancée russe sur Berlin. Les Allemands contre-attaquaient jusqu'à la dernière minute. Et quand tu contre-attaques au bon moment et au bon endroit, tu peux repousser l'ennemi. Donc, les Ukrainiens ont la capacité de stopper l'avance russe dans certaines zones et de lancer des contre-attaques pour les repousser. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que pour rassembler ces forces, ils doivent déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et là, on en est au point où, si les Russes dans les environs de... Tu vois, ils arrêtent ce frontal parce que les Ukrainiens ont amené des troupes. Sauf que, là où les Ukrainiens ont déployé ces troupes, il n'y a personne pour les remplacer. Ils sont obligés d'éclaircir leurs lignes et ensuite les Russes n'ont qu'à se déplacer de côté et commencer à avancer. Voilà ce qui se passe. Ils créent un encerclement en avançant par les flancs. Je pense que le flanc gauche, le flanc sud, est plus ou moins bloqué pour le moment. Donc maintenant, ils font tout leur progrès ici. Si les Ukrainiens déplacent leurs forces vers le nord, c'est le sud qui avancera.
Et quand ils essaieront de couvrir les deux ailes, ce sera le centre qui progressera. C'est juste comme ça que ça fonctionne, et ça se passe comme ça sur toute la ligne de front. Les Ukrainiens ont retiré des soldats de la région de Zaporizhia pour venir renforcer ailleurs. Les Russes se mettent à avancer à Zaporizhia. On ne peut pas les arrêter. On doit les arrêter à Soumy. Donc, on retire du monde de la zone de Kupiansk. Maintenant, les Russes avancent sur Kupiansk. Partout où ils retirent des troupes pour combler un trou, les Russes avancent. C'est l'avantage qu'ils ont. Et ils avancent à un rythme plus rapide que jamais jusqu'ici. Et pourtant, les Russes ne mènent toujours pas de grandes offensives du genre flèche massive, tu vois. Les attaques russes, je crois que j'ai déjà décrit ça, mais je vais le refaire une fois de plus. Ça m'a été expliqué par un officier des forces spéciales Akhmat de Ramzan Kadyrov. Il m'a parlé de la maîtrise des 3 et des 6. Parce que, tu vois Larry, toi tu le sais, moi, à mon époque, on faisait des assauts par escouade, des progressions d'équipes de feu, à l'échelle du peloton, puis de la compagnie. Une équipe de feu, c'est 5 marines. Et on faisait des assauts d'équipes de feu. Une équipe avance, contrôlée par le chef de section, puis le commandant du peloton. Si tu fais ça aujourd'hui, tu te fais massacrer. C'est fini ce genre d'assaut. Les Russes, aujourd'hui, leur groupe d'assaut, c'est 3 hommes. C'est tout. 3 gars. Ils sont soutenus par des drones, de l'artillerie, tout le bazar. Il y a un drone au-dessus, l'artillerie qui tombe, une équipe drone qui les soutient. Il y a beaucoup plus de Russes en arrière-plan avec les drones, les systèmes de contrôle, etc. Mais l'équipe d'assaut, c'est 3 hommes. Voilà les fameux 3. Et ces 3 gars attaquent une position généralement défendue par 7 à 12 Ukrainiens. Ils les tuent, les blessent ou les capturent. Et dès que cette équipe réussit, bon, parfois elle échoue, ils se font tuer, ils se replient. D'accord, t'as perdu 3 hommes. Mais en général, ils prennent la position. Et là, les 6 arrivent. Les 6, c'est l'équipe suivante qui fonce pour consolider la position. T'as maintenant 9 gars sur zone. Ils s'enterrent, ils tiennent la position et ils attendent l'assaut suivant. Mais voilà ce qu'ils font. On parle d'assaut en équipe de 3 hommes, partout sur le champ de bataille, soutenus par des drones et de l'artillerie. Et quand ça tourne mal, tu perds 3 gars. Et la raison pour laquelle je veux insister là-dessus, c'est que vous imaginez combien de fois les Russes devraient échouer avec cette tactique des 3 et 6 pour perdre 20 000 hommes par mois. Ouais. Là, faut faire le calcul sur les doigts, même pour un marine. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui combattent et qui parlent de ces chiffres, je vais aussi dire autre chose. Les blessés russes, et tu sais, le nombre de blessés est généralement un bon indicateur du taux de perte globale sur le champ de bataille. Même si, en parlant avec Marat Khaïroline, il m'a dit qu'il y a des jours entiers où les Russes ne perdent aucun homme. Ils ont des blessés, mais personne ne meurt. Les blessés sont évacués vers des installations médicales à l'arrière. En 2022 et 2023, ces hôpitaux tournaient à plein régime. Les blessés affluaient en continu. Aujourd'hui, ils sont toujours là, mais les chiffres ont énormément chuté. Donc c'est une preuve anecdotique, mais quand même, tu n'as pas ce flux de pertes qui serait logique si on parlait de 20 000 morts. Parce que si tu as 20 000 morts, tu as entre 60 000 et 80 000 blessés. Cela signifie que les Russes perdraient 100 000 hommes par mois au total. Avec une structure de force de 700 000 à 800 000 soldats, c'est complètement déraisonnable. Pourquoi le président sort ce genre de chiffres? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi on le laisse dire ça? Parce que ça détruit sa crédibilité, celle de son équipe, et plus personne ne le prend au sérieux. Parce que là, tu es complètement déconnecté de la réalité. Et si je rentre dans tous ces détails, les gars, c'est pour que votre audience comprenne. Ces chiffres sont totalement faux. C'est impossible. Il n'y a aucune donnée pour les soutenir. Toutes les preuves vont dans l'autre sens. Et c'est pour ça que les gens disent « Scott, t'es trop pro-russe, t'as le nez dans les bottes d'Akhmat ». Bah ouais, parce que c'est un commandant de première ligne et j'apprends énormément avec lui. Mais je parle aussi à d'autres. Je parle aux opérateurs de drones, à ceux qui s'occupent de la logistique, aux gars des forces spéciales, à ceux qui les soutiennent.
et je recoupe toutes les infos. Oui, c'est sûrement biaisé. Il est possible qu'on n'ait pas toute l'histoire. Mais quand tu mets tout ça ensemble, que tu compares, que tu mets les chiffres côte à côte, ce qui en ressort, c'est que les Russes avancent sur toute la ligne de front. Et il n'y a rien que les Ukrainiens puissent faire pour l'arrêter. Ils n'ont pas assez de troupes pour combler les trous, encore moins pour créer une réserve. Et les Russes, je veux dire, on parle encore de la grande offensive d'été russe. Je sais pas, Danny, Larry, j'ai vérifié le calendrier. On est mi-août. L'été est là, les gars. Ça prouve simplement qu'on ne parle pas d'événements dictés par le calendrier. Les Russes ne regardent pas le calendrier. Larry et moi avons fait la même erreur, et je suis d'accord avec Larry. J'ai fini de sortir ma boule de cristal. Le moment où les Russes gagneront dépend uniquement des Russes. Je vais simplement dire qu'ils sont en train de gagner. Parce que, encore une fois, Larry vient sans doute de la même école que moi. Je suis ultra agressif. Je ne comprenais pas bien les histoires de 3 et 6 et de drones. Je veux dire, je commence à comprendre. Désolé, mais moi, je suis dans une logique de pousser l'assaut, de consolider, puis de continuer à exploiter la victoire tant qu'on peut. Tant que l'ennemi recule, tu avances. C'est comme ça que le corps des marines m'a formé. C'est pour ça qu'on a pris Kuwait City en 3 jours, alors que Norman Schwarzkopf pensait qu'on n'y arriverait jamais. Parce qu'on ne lâche jamais. On continue. Encore et encore. Mais ce n'est pas ce que font les Russes. Ils font quelque chose de différent. Ils pratiquent une guerre d'attrition où 3 soldats d'assaut éliminent 12 Ukrainiens. Et ils gagnent. Ils l'emportent. Et ils ont compris que ce conflit ne se limite pas au champ de bataille. Il concerne aussi l'économie, et ça ne va pas bien du tout pour les Ukrainiens. Il concerne aussi la politique. Et là non plus, ça va pas. Tu as vu le communiqué du SVR l'autre jour, Larry, à propos de cette réunion secrète en Suisse? Je ne sais pas si c'est exact, mais ce que ça fait, c'est que ça s'appuie sur des choses dont on sait qu'elles se passent. On sait que Zelensky rencontre le président suisse, on sait que Yermak a des rencontres avec le conseiller à la sécurité nationale, on sait que les Ukrainiens ont eu des réunions avec les États-Unis et le Royaume-Uni, on sait que cette illusion de position d'autonomie n'est qu'un mirage. Donc les Russes ont mis au point un rapport qui sape totalement la crédibilité du gouvernement ukrainien. Tu te retrouves avec un président dictatorial, Zelensky, que tout le monde dit devoir évincer, et on nous parle de préserver la démocratie ukrainienne en imposant Zelensky, qui, soit dit en passant, est un nazi bandera, tout en contournant le processus électoral. Ça crée de l'instabilité, une instabilité politique à l'intérieur même de l'Ukraine. Donc on a le chaos économique, l'instabilité politique et une catastrophe militaire. Et l'effet combiné vise à provoquer l'effondrement de l'Ukraine en tant qu'État-nation fonctionnel. Et cela se produira, j'en suis convaincu, inévitablement. Mais cela se fera selon un calendrier dicté par la Russie, pas selon ce que l'Occident souhaite à une date précise du calendrier. Ouais, j'aimerais vraiment avoir votre analyse détaillée. Tu sais ce que Scott disait à propos du champ de bataille dans cet article qui évoque bien l'offensive d'été, qui est bel et bien en cours. Il rapporte des faits, pas avec autant de détails que Scott, mais par exemple dans la région de Kostiantynivka et Pokrovsk, il parle de changements rapides dans le contrôle du territoire et de l'importance des drones dans tout ça. Mais Larry, ton évaluation de la situation sur le terrain et tout ce que tu voudrais ajouter, notamment en lien avec la conclusion de Scott à propos des implications plus larges et interconnectées de tout ça. Eh bien, pour quiconque écoute, parce que je veux vous aider à comprendre la révolution qui est en train de se produire dans la guerre, que nous observons actuellement sur le champ de bataille en Ukraine, allez devant votre maison. Imaginez que vous portez une arme automatique. Imaginez maintenant que vous entrez dans une zone occupée par l'ennemi et que vous devez déterminer où il se trouve. Et s'il est retranché, il sera probablement protégé quand vous tenterez de tirer. Alors vous devez réfléchir. Comment allez-vous progresser dans cette rue?
C'était à peu près la situation des Russes, il y a 3 ans, mais voici où on en est aujourd'hui. Vous êtes ce soldat. Vous repérez une zone d'où les tirs semblent provenir. Vous envoyez un drone dans les airs pour surveiller et identifier précisément qui est où. Se cache-t-il derrière la maison? Derrière l'abri de jardin? Sur la gauche? Sur la droite? Et au lieu d'appeler de l'artillerie, vous pouvez appeler un drone. Un drone qui agit comme l'artillerie la plus précise au monde, parce qu'il transporte une charge. Il peut frapper précisément, passer par une fenêtre, une porte. Et ce dont on parle ici, c'est d'un soldat en contact instantané avec les opérateurs de drones et les commandants. Alors tu sais, je suis sûr que Scott a participé à des exercices sur le terrain où, à l'époque, tu portais une radio PRC 77 qui pesait 1 tonne et il fallait encore des batteries pour l'alimenter. D'un coup, on ajoute toute une nouvelle chaîne logistique à cet effort moderne. Mais ce que les Russes ont accompli, c'est une intégration complète. Tu sais, le corps des marines, et je vais me permettre de faire les louanges de Scott ici, puisque j'ai été formé par un colonel des marines, était différent de l'armée, notamment parce que les officiers des marines étaient formés aux armes combinées. Ils étaient entraînés à appeler des frappes aériennes, des tirs d'artillerie, même des tirs de canon naval. Ils n'étaient pas limités à une seule option. Ils avaient tout un éventail de possibilités. Les Russes ont repris ce concept et l'ont poussé à l'extrême. Ils sont littéralement en train d'écrire le manuel de la guerre moderne avec une variété impressionnante de drones. Des drones FPV ainsi que des drones de reconnaissance et de collecte de renseignements. Et ils le font en temps réel. Ils improvisent. Mais cela nous en dit long sur la nature de l'armée russe. Elle est adaptable. Contrairement à ce que croient beaucoup d'analystes militaires occidentaux, elle n'est pas figée dans des pratiques obsolètes, des structures bureaucratiques rigides et des hiérarchies immuables. Non, non, non. Ces gars-là testent des choses sur le terrain. Et si ça ne marche pas, ils peuvent remonter la chaîne de commandement et dire « ça ne marche pas. On ne va pas continuer comme ça. Voilà ce qui fonctionne. » Et comme Scott l'a dit, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas soumis à une horloge. C'est pas comme un match de football où il ne reste plus que 2 minutes dans le 4e quart-temps. Ils ont largement le temps. Et j'ai posé la question au général Brzezinski, un général à la retraite. Quand j'étais à Moscou en mars, je lui ai demandé spécifiquement pourquoi l'état-major n'a-t-il pas ordonné la destruction de tous les ponts sur le Dniepr pour couper les lignes de communication. Et il a ri et il a dit « je me pose la même question ». Et puis, en approfondissant un peu, il semble que dans la stratégie de l'état-major, ils estimaient que si ces lignes de communication à travers le fleuve étaient coupées et qu'il n'y avait plus moyen de ravitailler ce qui restait de présence militaire ukrainienne sur la rive Est, eh bien cela n'aurait pas non plus affaibli les capacités de l'OTAN qui était intégrée. Et leur objectif, c'est d'user non seulement l'Ukraine, mais aussi l'OTAN. Et maintenant que l'on regarde en arrière, sur les 3 ans et demi écoulés, il s'avère que c'est une stratégie diablement efficace. Ouais. Et peut être qu'on pourrait conclure sur vos commentaires là-dessus, parce que, Scott, je suis curieux d'avoir votre analyse. Est-ce que les difficultés militaires sur le champ de bataille en Ukraine, et bien sûr celles de leur soutien, est-ce que cela explique pourquoi on voit non seulement Donald Trump, mais aussi l'Europe entière, etc., tout l'Occident collectif, miser à 100% sur les sanctions, ces sanctions qu'on nous présentait ces dernières années comme l'arme la plus puissante. Voilà la promesse de Donald Trump, plus de sanctions. Ils semblent plutôt doués pour éviter les sanctions. Vous savez, ce sont des types rusés et ils sont assez bons pour contourner les sanctions, donc on verra ce qui se passe. Mais Steve est concentré pour l'instant sur... Donc au début, juste pour clarifier, il a bien dit qu'il y aurait plus de sanctions, mais on n'a pas vraiment besoin de s'attarder là-dessus. Mais parce que je peux vous montrer ça. Avant vos commentaires, Lindsey Graham, ces sanctions, ces tarifs douaniers, tout ça va si loin que maintenant ils s'en prennent à l'Inde. Donc l'Inde
censé être un rouage stratégique pour les États-Unis face à la Chine, se retrouve désormais ciblé à cause de son commerce pétrolier avec la Russie. Et Lindsey Graham, dont certains supposent qu'il joue un rôle majeur dans la politique étrangère de Donald Trump, et bien, il s'est montré très satisfait quand Trump a évoqué l'idée de lourds tarifs douaniers contre l'Inde, non seulement parce qu'ils achètent d'énormes quantités de pétrole russe, mais aussi parce qu'ils le revendent ensuite sur les marchés. Ils ne se soucient pas du nombre de morts en Ukraine et à cause de cela, les tarifs vont fortement augmenter. Donc, Scott, comment voyez-vous cela? Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse, selon laquelle il semble que les sanctions, les droits de douane, tout cela tente de compenser le manque de succès dans le domaine le plus important, du moins si on part du principe, que tout cela avait commencé avec l'espoir que la Russie s'effondrerait? Eh bien, j'ai toujours dit que les sanctions, ce ne sont pas une politique. Les sanctions, c'est ce qu'on applique quand on n'a pas de politique. Autrement dit, quand on ne sait pas quoi faire, on sanctionne. Et ce que les États-Unis ont fait ici, c'est qu'ils ont transformé cet acte d'impuissance en une stratégie de déstabilisation à long terme. C'était l'approche qu'on avait adoptée avec Saddam Hussein. On a imposé des sanctions et on les a maintenues jusqu'au moment où on a pu, vous savez, provoquer l'effondrement. C'était la stratégie en Syrie. Et c'est une stratégie qu'on essaie d'appliquer à la Russie, mais comme le président l'a dit, les Russes sont des gens rusés. Et voilà, ça ne va tout simplement pas marcher. Mais ce qu'on observe avec tout le monde qui saute sur le wagon des sanctions, c'est que on n'a tout simplement aucune autre alternative viable. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre les sanctions que nous souhaitons. La Chine nous a envoyés balader, l'Inde nous a envoyés balader, le Brésil nous a envoyés balader. En fait, tout le monde sur ce sujet nous a envoyés balader. Ces sanctions n'auront aucun effet. Je suis assez curieux de voir ce que le président va faire vendredi. Mais vous savez, il risque d'aggraver les choses en nous poussant vers une confrontation économique majeure avec le reste du monde, avec les BRICS. Il pense que ça va détruire les BRICS. Moi, je crois que ça va renforcer les BRICS, que ça va être le ciment qui va les souder. C'est une mauvaise politique, mais c'est parce que nous n'avons pas de politique. Nous n'avons pas de politique envers la Russie. Nous ne savons même pas ce que nous voulons accomplir. Ce qu'on dit sur l'Ukraine, sur nos objectifs, c'est du nonsense. On n'a pas non plus de politique envers l'OTAN, car on ne peut pas se permettre ce qu'on prétend. Je vais conclure là-dessus. Vous savez, en ce moment, le président se vante des 600 milliards de dollars que l'Union européenne aurait promis d'investir aux États-Unis. Je peux investir où je veux. Ça n'existe pas. Monsieur le Président, Ursula von der Leyen a admis qu'elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Il n'y a pas de 600 milliards. Personne ne fait la queue pour vous donner cet argent. Les 720 milliards de dollars d'achat d'énergie prévus sur 3 ans, c'est un chiffre inventé. C'est irréaliste. Je crois que l'Europe a acheté environ 76 milliards de dollars l'année dernière. Comment vous passez soudainement de là à 250 milliards par an? Les États-Unis ne produisent que 310 milliards de dollars d'énergie et on ne va pas soudain tout rediriger vers l'Europe. L'Europe ne peut pas recevoir 250 milliards de dollars d'énergie américaine, car c'est du GNL, gaz naturel liquéfié. Il faut des terminaux pour le recevoir. Il faut pouvoir le décharger. Il faut des installations de regazéification, de déliquéfaction. L'Europe n'a pas cette infrastructure. C'est un chiffre totalement inventé. Tout ce que ce président raconte est une fiction totale. Et à l'heure actuelle, nous n'avons aucun moyen d'exercer une pression sur la Russie, à part la menace de sanctions. Mais comme le président l'a dit, la Russie ne bronchera pas du tout, et les pays qui coopèrent avec elle non plus. Ouais. Larry, à toi de conclure. Quelle est ton évaluation
de cette dépendance quasi totale aux sanctions comme arme principale maintenant, alors que le champ de bataille devient carrément figé pour les États-Unis et l'Occident, collectif intenable. Il y a 24 ans, en l'an 2000, les États-Unis étaient le principal partenaire commercial de 75% du monde. Donc si vous faisiez une carte mondiale à l'époque et qu'on associait le bleu aux États-Unis, eh bien 75% de la planète était bleue. Aujourd'hui, si vous posez la question, quel pays est le principal partenaire commercial de la majorité des nations? Eh bien maintenant, 80% du monde ont pour principal partenaire commercial la Chine. La Chine et les États-Unis ont complètement échangé leur rôle. Les sanctions et les droits de douane peuvent être des outils puissants si vous êtes dans la position qu'occupaient les États-Unis en 2000, il y a 24 ans, mais pas aujourd'hui. Si vous êtes le seul fournisseur de terres rares, alors si je décide de sanctionner ça, vous savez, d'imposer une sanction là-dessus pour ne plus en expédier aux pays qui en ont besoin, ces pays-là vont avoir des ennuis. Pareillement, si vous, les États-Unis, imposez des sanctions à moi, la Chine, et qu'en réponse la Chine dit « Ok, allez vous faire voir », on n'enverra plus de terres rares, ni d'aimants dont vous avez absolument besoin, ni de produits pharmaceutiques. Alors soudain, le rapport de force, l'arithmétique, a changé. Ce sont les États-Unis qui deviennent vulnérables, pas la Chine. Et donc Trump vit dans un monde qui n'existe plus économiquement. Il pense qu'on est encore en 2000. Il pense que les États-Unis peuvent encore dicter les règles. Regardez ce qui s'est passé avec, on a dit au Brésil, ok, on ne va pas sanctionner le jus d'orange parce que vous savez, si on impose des sanctions là-dessus et qu'on augmente les tarifs, on va avoir beaucoup de gens furieux qui boivent du jus d'orange, mais on va imposer des droits de douane sur votre café. Et qu'est-ce que les Brésiliens ont fait? Ils ne se sont pas dit, mon Dieu, on a perdu les États-Unis, les seuls au monde qui boivent du café. Ils ont dit bon, d'accord. Et ils ont simplement signé un nouvel accord avec la Chine. Vous savez quoi? Même si on boit du thé en Chine, il y a beaucoup plus de buveurs de café, en termes de chiffres bruts, qu'aux États-Unis. Et pour le porc, le soja, au début des droits de douane, les Chinois ont acheté beaucoup de soja aux États-Unis, ils ont fait des stocks, mais maintenant que les tarifs sont en place, ils achètent au Brésil et en Russie. Donc le point, c'est si vous utilisez des sanctions, ça marche seulement si vous avez un quasi-monopole. Les tarifs aussi, ça marche si vous contrôlez le marché. Mais si vous vivez dans un monde concurrentiel, où vous n'êtes pas la seule source, où vous êtes juste l'un parmi d'autres, alors c'est une stratégie contre-productive et dommageable. Then it is a counterproductive, damaging strategy. Ouais. Et je viens de ressortir cette référence. Les médias traditionnels ont bien rapporté ce que tu dis, Larry, à propos du café brésilien. Et si vous allez en Chine, vous savez à quel point c'est important. Les marques locales de café sont très populaires et jouent un grand rôle. Donc, le fait que la Chine soit prête à ouvrir son marché, ça montre jusqu'où tous ces pays sont prêts à aller pour contrecarrer les droits de douane, les sanctions. C'est clairement un pari perdant. Ouais. Messieurs, quelque chose à ajouter? Ah, Blair, vas-y. Je voulais juste dire, les États-Unis vont découvrir qu'ils ne sont plus du tout pertinents. Et c'est bien ça le problème. On va encore qu'on l'ait. Ouais. Scott, tu veux dire autre chose avant qu'on conclue? Je vais juste enfoncer le clou sur ce que vient de dire Larry. Et c'est horrible à dire en tant qu'Américain. Mais vous savez, nous ne sommes plus la nation exceptionnelle, ni l'indispensable nation, comme on disait autrefois. Nous sommes la nation devenue inutile. On ne compte plus. L'affaire du café en est un exemple parfait. La Chine, c'est quoi? 1,2 milliard de personnes? Sûrement plus. Leur échelle de marché éclipse tout ce que nous avons. Et la Chine est tout à fait capable. Et lorsque le monde s'adapte, parce que l'économie mondiale continue de s'élargir, quand le monde réalisera enfin qu'il peut vivre sans l'Amérique, qu'il n'y a rien que l'Amérique produise dont le monde ait besoin, et que le consommateur américain peut être éliminé, ce qui signifie on consomme,
Eh bien, d'autres aussi consomment comme les Chinois qui boivent du café, et y trouveront des solutions à tout ce que nous faisons. Un jour, on va se réveiller et se rendre compte qu'on est tout seul. On ne pourra même plus appeler un centre d'assistance parce qu'on aura sanctionné l'Inde au point qu'ils auront coupé tous les services du genre « Aide-moi à comprendre ma facture Verizon ». Vous voyez, c'est fini pour les États-Unis. On est devenu la nation inutile. Et alors, on va faire quoi? Une crise de nerfs? Menacer tout le monde avec l'arme nucléaire? On est rendu à ce niveau de folie. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Je veux juste rappeler à tout le monde de consulter la description de la vidéo. Avant de partir, vous y trouverez le Substack de Scott, la page de don pour Project 38 et aussi SR 21, le blog dirigé par Larry Johnson. N'hésitez pas à aller voir, à soutenir, à suivre leur travail. Pensez aussi à liker la vidéo avant de partir. Ça aide à garder le stream visible une fois qu'il est terminé. Et enfin, tous les liens pour soutenir cette chaîne sont dans la description. Patreon, Substack et bien plus. Sans plus attendre, on se retrouve jeudi matin avec Alistair Crooke. Et d'ici là, au revoir.